crois qu'il faut qu'on sorte de l'image un peu caricaturale de l'ingénieur qui est tout seul derrière son écran et qui résout des problèmes très compliqués tout seul. Le manque de diversité est porté par une culture aujourd'hui. Donc en fait, changeons la culture tech. Moi, ça fait partie des choses qui m'a choqué et qui continuent à me choquer. Pourquoi on se pose toujours la question de est-ce que l'école est bien adaptée au monde de l'entreprise ? Je pense qu'il faut effectivement retourner la question. Bonjour à tous, je suis Jérémy Clévy, DG de TechRox et je vais animer aujourd'hui dans ce podcast un débat. Et d'ailleurs, sans plus tarder, j'accueille nos invités qui sont Chloé Hermary et Olivier Bonnet. Bienvenue tous les deux. Bienvenue. Bonjour Jérémy. On va commencer par des présentations. Qui êtes-vous donc ? On va commencer par Chloé. Eh bien, bonjour, moi c'est Chloé Hermary. Je suis la fondatrice et CEO d'Adatech School. Adatech School, c'est une école d'informatique qui, par un travail sur les pédagogies alternatives, cherche à favoriser la diversité dans le monde de l'informatique et donc dans la tech. Et Olivier ? Olivier Bonnet, je suis CTO de Blablacar. Blablacar, l'entreprise qui fait du covoiturage et du bus en France et dans 22 pays. Je manage 220 personnes à Paris, à Kiev et à Moscou. Et je suis papa de un garçon de 10 ans et 2 filles de 8 et 6 ans. Félicitations. Chloé, tu es directrice et fondatrice de l'école Adatech School. Ada, ça veut dire quoi ? Ça vient d'où exactement ? Ouais, Adatech School, c'est le prénom en fait de Ada Lovelace, qui est considérée comme la première programmeuse de l'histoire. Elle a inventé le premier algorithme en fait, et donc du coup, on a donné nom à cette école pour rappeler en fait que il y a peut-être des noms qui ont été effacés peut-être dans l'histoire de l'informatique et qui serait bien de remettre en valeur, recréer remettre en lumière une autre culture de l'informatique qui a peut-être été par le passé portée par des femmes. Et il y en a bien d'autres, il y en a d'autres qu'après Ada Lovelace. Absolument. Et alors, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est entre autres pour parler de formation et de recrutement. Donc Chloé, tu formes, enfin pas directement, mais tu formes avec ton école des développeuses et des développeurs. Olivier, tu en recrutes et puis tu en manages. Moi, mon premier point, justement, ça vient directement de Ada Lovelace, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de l'informatique et dans les écoles, il y a quand même assez peu de femmes. Il y a très peu de jeunes femmes, j'ai l'impression, dans les écoles, et donc trop peu en entreprise, et donc à la fin trop peu dans TechRox et ou dans toute autre organisation. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ce métier désirable auprès des femmes ? Moi, peut-être que je me lance là-dessus. Nous, notre interprétation, c'était, on n'a pas besoin, la question du manque de femmes dans l'informatique, c'est pas qu'une question de les femmes n'ont pas compris que c'était un métier qui recrutait, et cetera. Par contre, il fallait, casser, en fait, plutôt un système qui leur donnait pas très envie, et qui, ne leur pas seulement qui leur donnait pas très envie, mais qui ne montrait pas qu'elles étaient très accueillies, dans ce secteur-là. Donc, nous, la solution qu'on a proposée, c'est une école qui déconstruise les freins qu'il y a, les freins en termes d'image, en termes de sélection, en termes de discrimination, en termes d'environnement et donc de sexisme, et ensuite un travail avec les entreprises pour qu'elles soient accueillies correctement aussi par la suite dans le monde professionnel. Et c'est un point de vigilance côté Blablacar aussi, Olivier ? Ah oui, absolument. Moi, ça fait partie des choses qui m'a choqué et qui continuent à me choquer, enfin, mais de manière plus systémique. C'est pour ça, je parlais de mes 2 filles, mais oui, c'est sûr que pour moi, devenir papa de 2 petites filles et voir à quel point, il y a un peu des préjugés et les cadeaux qu'elles reçoivent, etc., sont genrés comme ça. Moi, ça m'a fait me poser pas mal de questions et qui forcément répondaient un peu à tiens, comment ça se fait que en entrée de nos processus de recrutement, on ait très peu de candidates féminines et qui faisait qu'à la fin, dans les équipes, on avait on a un manque de diversité qui est problématique pour plein de raisons, mais la première et celle que je rappelle tout le temps, c'est 50% de nos utilisateurs sont des femmes. Je crois qu'on construit un moins bon produit quand on le fait avec une équipe qui a que 10% où il n'y a que 10% de femmes. On s'éloigne de nos utilisateurs et on a le risque de finalement de
je dirais, d'implémenter des biais qu'on aurait sans même s'en rendre compte. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire du coup concrètement pour faire en sorte qu'il y ait des jeunes femmes qui restent dans une entreprise si jamais enfin vous avez réussi à en recruter? Alors, enfin, moi donc il y a plein de choses qu'on peut faire, et même je dirais plus, il y a plein de choses qu'on doit faire, pour 2 raisons. Un, on doit le faire parce que c'est la bonne chose, mais on est obligé d'attaquer le problème par tous les axes parce que, oui, il y a un côté un peu systémique, au problème. C'est pas juste, «Ah tiens, il y a pas assez de filles qui s'orientent vers les carrières scientifiques, au moment des études supérieures». Je crois que c'est beaucoup plus général que ça. Mais donc, enfin moi je peux donner quelques exemples, mais chez Blablacar, on a implémenté un framework de suivi de la performance où on fait une grande place aux soft skills. Et pour moi, ça fait partie du problème. Je crois qu'il faut qu'on sorte de l'image un peu caricaturale de l'ingénieur qui est tout seul derrière son écran et qui résout des problèmes très compliqués tout seul. Parce qu'au contraire, les problèmes les plus compliqués et les plus intéressants qu'on résout chez Blablacar, mais c'est vrai en fait dans toutes les boîtes, c'est des problèmes où il faut avoir compris quel était le besoin de l'utilisateur, il faut avoir réfléchi ensemble avec un designer, avec un product manager, avec tous les gens autour de soi pour construire et y apporter en tant qu'ingénieur la meilleure réponse possible. Et ça se fait pas tout seul devant son ordinateur. Donc il y a le côté, ok, comment est-ce qu'on insiste sur la communication, comment on insiste sur tous les soft skills, et oui, pour moi, une fois qu'on commence à prendre ce biais-là, on se dit ah bah tiens, en fait, comment est-ce que j'évalue ces skills-là pendant les recrutements? Et finalement, là où j'essayais de trouver un ingénieur qui soit hyper doué sur la JVM Java, et qui puisse me résoudre tout de suite peut-être certains problèmes techniques compliqués. Est-ce que c'est vraiment ça que je cherche ou est-ce que je cherche plutôt quelqu'un qui va être capable de s'intégrer à l'équipe, qui va être capable de comprendre les problèmes qu'on essaye de résoudre et qui va être capable d'évoluer aussi avec l'équipe, avec l'entreprise, etc. Ah, et du coup, ça redonne sa chance à tout le monde. Ça, ouais, ça fait écho à la façon dont vous formez et vous recrutez aussi chez Ada Tech School, Chloé. Ouais, moi il y a 2 choses sur lesquelles, je rebondis, sur ce que dit Olivier. Il y a déconstruire, l'image et il y a déconstruire aussi, comment on évalue ce que c'est un bon développeur. Déjà, si on déconstruit l'image effectivement que pour être un dev, il faut être, un bon dev, il faut être, solitaire, hyper technique, hyper logique. Le problème, c'est qu'on se ferme à un grand nombre de diversité de profils. Donc à partir du moment où on retravaille sur, d'autres nouvelles compétences en fait, et l'idée c'est d'être aussi, orienté performance, hein. C'est en fait un bon dev, c'est quelqu'un effectivement qui va travailler en collaboratif, c'est quelqu'un qui va se poser des questions sur son code, c'est quelqu'un qui va pas faire de la tech pour de la tech. En fait, non seulement on arrive à ne plus porter préjudice, au projet technique, mais en plus on arrive à adresser une plus grande diversité. Et nous, c'était aussi notre grille de lecture avec Ada, c'était que le manque de diversité est porté par une culture aujourd'hui. Donc en fait, changeons la culture tech. Et nous, on a une vision de la culture tech et de comment on apprend le code qui peut se résumer en 3 paradigmes. Euh, c'est que le code est un outil au service d'autre chose. Il faut se poser des questions de pour qui, pourquoi, dans quel contexte, dans quel environnement. La technique et la réponse vient en second. Et donc, du coup, en fait, doit être un outil, un prétexte pour résoudre un vrai problème. Deuxième paradigme, c'est la programmation est un outil social. Ça, je trouve que c'est un gros truc à déconstruire, mais déjà, en fait, pour faire du bon code, il faut être profondément empathique parce qu'on laisse finalement, une matière à d'autres personnes qui doivent se mettre. En fait, donc on doit se mettre dans la peau des autres pour créer un code transmissible, qui soit clean, qui crée pas de dette, qui soit correctement documenté, etc. Et donc, en fait, il y a une dimension humaine qui est centrale dans le fait de faire du bon code. Et le troisième paradigme qu'on a, c'est la programmation plutôt qu'un langage. Et donc, du coup, on a une approche moins d'expertise technique, mais plus d'apprendre à apprendre, d'apprendre les bonnes méthodologies, d'apprendre à programmer, d'apprendre à s'organiser, le modèle de la programmation plutôt qu'un langage. Et ça, je trouve que si on commence à faire ça, et ça rejoint ce que dit Olivier, en fait, on va pouvoir s'adresser à d'autres personnes et je pense qu'on va aussi pouvoir répondre à plus de diversité dans les équipes et de différentes manières de résoudre les problèmes qu'on rencontre dans les entreprises.
Donc former des gens plutôt hyper adaptables et évidemment quand même bien câblés niveau ingénierie informatique, plutôt que des énormes pros hyper spécialisés dans telle techno. Ça te parle ça, Olivier? Ouais, ouais, moi, il y a un terme que Chloé vient d'employer que je note, c'est effectivement le terme de culture. Et je vois, j'ai vu pas mal d'équipes, j'encadre pas mal d'équipes, et je vois qu'elles ont pas toutes une culture uniforme, et qu'il y en a effectivement qui je crois, se trompent en valorisant avant tout l'expertise technique au détriment d'autres skills. Sur le côté qu'est-ce qu'on cherche dans les jeunes diplômés? Une expertise technique profonde, ou je dirais une curiosité, une compréhension plus globale des enjeux techniques et une capacité à s'intégrer. Ouais, je crois que ça fait partie des choses où pareil, il y a peut-être un peu une révolution à faire. Je vois que, et à commencer par mes équipes, hein, je vois que mes équipes, quand elles sont confrontées à des profils un peu plus divers, un peu moins pointus techniquement, mais qui peut-être effectivement ont plus travaillé les soft skills, elles aiment bien se rassurer et se dire, ah tiens, je vais plutôt aller chercher un ingénieur plug and play qui connaît déjà les technos sur lesquels nous on travaille, et où que je vais pas forcément avoir besoin de former, etc. Et je crois encore une fois que c'est un raisonnement un peu de court terme. Donc je crois qu'il y a un vrai sujet, encore une fois, de d'accompagner les équipes, d'accompagner les gens qui vont faire passer les entretiens de recrutement sur, ok, quelle est notre grille d'évaluation? Comment est-ce qu'on évalue les soft skills? Comment est-ce qu'on évalue est-ce que la personne est capable de prendre du feedback? Est-ce qu'elle écoute quand on lui en donne? Est-ce qu'elle est capable d'en donner, etc. Je crois que ça, en fait, ça aide les équipes à se rassurer sur, ah tiens, en fait, reparlons de quelles sont mes priorités et à quel point est-ce que vraiment j'ai besoin que cette personne elle connaisse le Java alors que peut-être que je suis capable de lui apprendre. Mais voilà, mais en fait ça change. Du coup, ça change à quoi ressemble l'onboarding. Ça change qu'est-ce que j'attends de mes nouveaux employés sur le premier mois, sur les 3 premiers mois, sur les 6 premiers mois. Mais encore une fois, je crois il faut construire tout ça pour que ce soit pour ouvrir la porte à ces profils un peu différents, parce que sinon, je dirais la position de confort et euh, la pente naturelle, c'est d'aller chercher des profils plug and play, des profils qui nous ressemblent, qui ressemblent déjà aux gens qui sont dans l'équipe, qui savent déjà utiliser les mêmes outils, etc. Et bah ça, c'est en fait c'est la recette pour non, enfin pour perdre de la diversité au fur et à mesure. Et moi, en fait, faire de la formation en interne, faire de l'accompagnement, etc., c'est aussi c'est aussi réinscrire la personne et le profil technique dans le projet de l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, dans son développement. Il y a quand même une problématique aujourd'hui, c'est comment on garde ces profils tech. Et je pense qu'avoir cette démarche de relation long terme, de construction de la formation, d'accompagnement, etc., c'est aussi comme ça qu'on engage les personnes dans son entreprise, qu'on crée une relation de fidélité, de confiance, et que du coup, bah, en fait, on garde les personnes et on les fait s'épanouir chez soi. Donc je pense que c'est aussi un investissement qui est qui est rentable parce qu'on va passer moins de temps à passer tout le temps à aller recruter des personnes parce que les personnes sont parties en un claquement de doigts, etc. Je pense qu'il faut réinventer cette relation qu'on a avec ces profils techniques et que du coup, ces profils juniors, il faut pas les voir comme une perte de temps, mais plutôt comme un gain dans le futur et une relation long terme. Ouais, mais moi, du coup, je trouve que ça amène à une question un peu philosophico-générale, qui est est-ce que la formation, au sens vraiment très général du terme, est adaptée aux besoins des entreprises? C'est-à-dire que, très concrètement, Olivier, est-ce que tu recrutes directement des jeunes diplômés ou est-ce que tu attends qu'ils aient un petit peu d'expérience? On recrute un peu de tout. On a des alternants, on a des gens sortis d'école d'ingé, on a des gens tout jeunes diplômés, on a des gens qui ont un peu plus d'expérience. Donc moi, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, de manière très transparente, c'est une petite minorité des gens qu'on embauche. Et moi, la question que je me pose et ce que j'ai envie de construire, c'est ok, comment on fait pour passer de 5 ou 10% à 20% de gens qu'on recruterait qui auraient pas d'expérience. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on les accompagne? Qu'est-ce qu'on leur propose en termes de formation?
un des éléments que moi je pousse beaucoup en interne, c'est la mobilité interne. Je crois que c'est naturel d'avoir envie de découvrir plein de choses, et j'ai même envie de dire, cette curiosité naturelle, moi j'ai envie de l'encourager. Mais du coup, effectivement, au bout de 2 mois, au bout de 2 ans dans un poste, quelqu'un qui est sorti d'école, moi en fait j'ai envie de le pousser à aller apporter ce qu'il aura appris dans ces 2 ans de poste à une autre équipe, à garder sa connaissance du produit, son réseau interne, sa connaissance de la boîte, mais à aller la mettre au service d'une autre équipe qui fait peut-être un métier un peu différent, qui a peut-être des technos un peu différentes. Et ça, on l'a fait, et ça avec pas mal de succès, notamment sur des populations de jeunes diplômés. Et peut-être que ça fait partie de ces choses-là où il faut qu'on continue à les encourager pour que les gens continuent à apprendre, et du coup s'inscrivent dans une relation de long terme. Et le jour où ces personnes tournent un peu en rond, plutôt que de répondre au premier recruteur qui va les appeler, parce qu'ils sont tous appelés par des recruteurs toutes les semaines, cette personne, elle aille voir son manager et lui dise, bon, en fait, là, moi, j'ai envie de plus, ou j'ai envie d'autre chose. Est-ce qu'on peut, il y a telle équipe qui cherche à embaucher. Est-ce que je peux, moi, je voudrais aller leur parler et voir si ça pourrait être ma prochaine aventure au sein de Blablacar. Moi, je serais ravi qu'on arrive à typiquement, par exemple, à développer ce genre de choses. Et Parce moi, que, je retourne la question. Pardon, ouais, en fait, j'allais dire retourne cette question, parce que, est-ce que c'est l'école qui en fait, pourquoi on se pose toujours la question de: «Est-ce que l'école est bien adaptée au monde de l'entreprise?» Je pense qu'il faut effectivement retourner la question parce que, parce qu'en fait, aujourd'hui, et c'est vraiment vrai dans la tech, ça bouge tellement tout le temps, et en fait, il faut pas attendre de l'école qu'elle ait finalisé un produit fini, en fait, parce que, c'est impossible, et en plus, on arrive dans un monde où en fait on va bouger tout le temps, quoi. Donc il faut pas attendre de l'école qu'elle nous sorte des produits finis. Je pense qu'il faut attendre de l'école qu'elle sache donner les bases et un terreau pour qu'une personne grandisse correctement avec la colonne vertébrale toute droite. Mais que le reste, en fait, il y a quand même un rôle de formation de l'entreprise, en fait. Et au même titre qu'aujourd'hui, l'école doit être plus en lien avec l'entreprise, et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur. On s'est construit avec des entreprises partenaires de la tech, mais aussi à l'inverse, je pense que l'entreprise doit aussi assumer son rôle de formation, parce que en fait, sinon c'est impossible. Et puis c'est quand même plus joyeux de se dire qu'on apprend toute la vie et qu'on va être accompagné toute sa vie avec des personnes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quand même encouragé par le gouvernement. On a des systèmes d'OPCO, de CPF, et cetera. C'est financé par l'entreprise, la formation. alors, concrètement, c'est quoi les ponts entre les deux mondes là? Tu dis, Chloé, que tu as des entreprises partenaires. Ça consiste en quoi vraiment? Mmh. Donc nous, aujourd'hui, on Vous travaille avez avec. des ateliers? Ouais. Alors nous, on travaille avec, ManoMano, Trainline, Back Market, Deezer, Le Bon Coin, qui viennent faire, des masterclass chez nous. Donc ils viennent parler, en fait, de leur organisation en interne, de leur stack technique, parfois c'est même, parler, en fait, de leur, système de recrutement. Donc ça permet à nos apprenants d'avoir une meilleure compréhension, en fait, du monde de l'entreprise, ce qui est primordial, de mieux s'orienter, donc du coup de mieux construire, leur formation. Et inversement, ensuite, nous, on envoie des gens chez eux. Ils s'engagent à prendre des gens chez nous en alternance. Ce qui est hyper intéressant avec le format de l'alternance, c'est qu'en fait, ils sont 4 jours chez eux et 1 jour chez nous. Et donc, en fait, ça nous permet de faire une construction continue sur les besoins justement en termes de l'entreprise. Nous, du coup, aussi les supporter en termes de formation de ces profils juniors, et d'avancer comme ça, pas à pas, sur à la fois la qualité de la formation, et nous démocratiser le fait que on peut accompagner des juniors et on peut en faire des super profils qui restent longtemps dans une boîte après. Est-ce qu'il y a des bonnes idées encore, qui seraient, en cours de développement ou développées déjà à l'étranger, où vous vous dites l'un et l'autre: «Ah oui, tiens, ça c'est une manière de faire que j'aimerais bien implémenter»? Alors nous, on est en train de sortir j'en en train de sortir une formation pour les entreprises, à destination de leur équipe technique, où l'idée, c'est de pouvoir justement partager, nos pratiques et nos rituels qu'on a développés en interne sur comment on arrive à donner, plus de place à la communication. Parce que, par exemple, c'est, quelque chose qui se passe souvent en fait, dans un cas de discrimination, ou dans le cadre, du coup, des femmes, elles prennent moins la parole en entreprise. Donc c'est comment en fait on peut créer des petits rituels, pour, que la parole soit partagée. Comment on peut créer des rituels, même, techniques, enfin le pair programming en est un pour favoriser, la collaboration et le partage. Donc nous, on est en train de sortir aujourd'hui une formation aux entreprises sur les pratiques pédagogiques techniques qui permettent,
une meilleure valorisation de ces profils juniors et donc de la diversité. Et de ton côté, Olivier? Je crois pas que ce soit: «Ah tiens, il y a des choses mieux à l'étranger». Je crois qu'il y a un ensemble de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et sur lesquelles, enfin certaines sur lesquelles on a commencé à travailler, de manière active, d'autres sur lesquelles on est en train un peu de construire le plan chez Blablacar. Et en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est il y a un vrai sujet très systémique et donc je crois que c'est important de le regarder de vraiment de tous les côtés, de ah tiens, comment je source, comment je recrute, comment j'onboard, comment j'évalue la performance pendant toute la durée de vie enfin pendant toute la durée du contrat de l'employé, comment je et donc il y a un vrai sujet culturel. Et ça se fait pas avec juste une action une fois par an parce que c'était la journée des droits de la femme la semaine dernière. Ça se fait vraiment au jour le jour. Et mais encore une fois, c'est pas, il y a pas un bouton magique sur lequel si on appuie d'un coup tout va mieux. Sinon, je crois que tout le monde aurait déjà appuyé dessus. Donc il y a vraiment un vrai sujet de fond d'engagement dans la durée et d'être capable de porter ce message-là de manière régulière auprès de tout le monde, en interne, en externe, pour petit à petit faire changer le système. Alors, on a pas mal parlé de formation également, donc que ce soit du point de vue de l'institut de formation ou de l'entreprise qui recrute. Moi, je voudrais qu'on parle un peu des points de divergence. On a parlé beaucoup de convergence, mais il y a les points de divergence. Et de ton côté, Chloé, est-ce que tu vois encore des traits un peu caricaturaux chez certains recruteurs, et évidemment lesquels? Hem, Moi, je vois un peu un double alors, il y a un peu un double discours. C'est on veut de la diversité, mais en fait, on veut des diplômes d'ingénieurs. Et du coup, bah, en fait, c'est compliqué. Enfin, du coup, on leur propose la diversité, mais c'est en fait non, on est quand même, trop, nous, on a besoin encore de profils plus seniors, on a besoin de profils d'ingénieurs. Donc il y a quand même encore parfois, dans certaines entreprises, une fermeture sur, la nouveauté ou les profils plus juniors ou les diplômes, hein. Et ensuite, je trouve beaucoup encore qu'il y a cette obsession de, on veut des gens qui apprennent, mais on veut des gens qui ont déjà fait tel langage, beaucoup et heu même si c'est des profils juniors. Et d'ailleurs, je vois beaucoup mes apprenants parfois passer des tests techniques sur des profils, sur des postes d'alternance où c'est clairement pas des tests, pour des postes d'alternance qu'on leur demande. En fait, ils voudraient que ça soit des gens pas chers, mais qui ont, une expérience de 5 ans, mais qui a un salaire d'alternant. Donc je trouve que c'est un peu le le trait caricatural qu'on peut voir. Ouais, et si en plus ils peuvent faire du Photoshop et du InDesign, c'est encore mieux. Exactement. Et, et Olivier, dans l'autre sens, toi, quelques traits caricaturaux que tu peux voir chez les jeunes diplômés, les jeunes ingénieurs? Ouais, moi, il y en a 2 qui me viennent en tête. Le premier, et j'en ai un peu parlé, c'est je trouve il y a une grande impatience et il y a le côté: «Bon, bah, là, ça fait 12 mois que je suis dans mon poste, donc j'ai fait le tour, maintenant je veux voir autre chose». Je sais pas, peut-être, c'est mon côté un peu old school, mais moi je considère que enfin, y compris moi quand j'ai pris des nouveaux postes, c'était au bout de plutôt 18 mois ou 24 mois que j'avais pleinement compris quel était le scope et que j'étais pleinement fonctionnel. Donc ce côté un peu ah tiens, je veux voir plein de choses très rapidement et un peu butiner et avec le risque de rester un peu superficiel. Et le deuxième, c'est le côté ah tiens, et enfin c'est peut-être lié aussi à leur formation, mais c'est le côté ah bah tiens, moi je suis ingénieur donc je veux trouver des problèmes techniques compliqués plutôt qu'aller chercher l'entreprise, la culture et la mission qui va être alignée avec ce que j'ai envie de faire moi au long terme. Quel problème important j'ai envie de résoudre. Et ça change aussi pas mal en termes de rétention. C'est si je suis rentré dans une entreprise pour résoudre des problèmes compliqués et j'ai rejoint une équipe et qu'en fait l'équipe, sa mission est en train de changer parce que l'entreprise a besoin a un nouveau besoin, ben en fait je risque de partir. Si je suis rentré dans l'entreprise parce qu'elle avait une mission, une culture qui me plaisait et que du coup au fur et à mesure des années, je me retrouve à changer d'équipe, mais toujours en restant très aligné sur bah oui en fait nous notre mission chez Blablacar c'est d'aider les gens à voyager. Bah, en fait, il y a plein de manières de le faire. Et quelle est la techno qu'on va utiliser pour faire ça? Finalement, je crois que il faut que ça soit moins important que la mission et la culture de l'entreprise. Donc vraiment, ne pas se tromper sur
qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un match entre le jeune diplômé et l'entreprise. Et je crois que ce sujet de quelle est la mission de l'entreprise, et je la rejoins parce que j'ai envie de contribuer à cette mission, bah en fait c'est une meilleure manière de réfléchir et de se projeter dans sa future entreprise que de dire ah tiens j'ai rejoint telle boîte parce que c'est des experts de telle techno, où je crois que ça peut que faire des déceptions quand ça devient ça le critère principal. Ouais, ouais, c'est clair. Dernière question, puisqu'on parle de formation, on va aussi parler donc d'embauche, et qui parle d'embauche parle de salaire. Qu'est-ce que tu constates, Chloé, toi, en termes de salaire de sortie d'école, et même question pour Olivier, à quel tarif vous embauchez vos jeunes? Moi, je peux pas répondre à cette question. On n'a pas encore de diplômés, on a que des alternants. Donc, le salaire en alternance est encadré. Donc je laisserai Olivier, renseigner ce sujet. Ouais, nous, ce que je vois dans donc diplômé, sortie d'école et sortie d'école d'ingénieur, donc avec tous les biais que Chloé mentionnait, c'est autour de 40 000 bruts annuels. Ça peut monter un peu plus, jusqu'à 44-45K. Mais voilà, en gros, les ordres de grandeur. Ok, merci beaucoup. Merci Chloé Marie, merci beaucoup Olivier Bonnet aussi. C'était le mot de la fin. Merci d'être venu dans notre podcast. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks sur le site tech.rocks ou sur les réseaux sociaux. Puis une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite est la meilleure action que vous pourrez faire aujourd'hui, parce que ça nous permet de remonter dans les algorithmes. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouvel épisode de cette saison 3 de nos podcasts. Au revoir Chloé et Olivier. Au Au revoir. revoir.